messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Allez, je vous invite à suivre le sommaire. Sommaire pour ce mercredi, la Grande Team vous propose les nouvelles fraîches dans LGT News. Football local, que doit faire la FIF face à la recrudescence des matchs interrompus? Vos avis sont attendus sur la question LGT de ce soir. Marie-Christine et son équipe vous souhaitent une excellente soirée sportive avec la 3. Voilà, une fois de plus, on espère passer une agréable soirée sportive en votre compagnie, très chers téléspectateurs. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux sur la 3, sur la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. La question LGT de ce soir est formulée donc ainsi, football local. Que doit faire la FIF, la Fédération ivoirienne de football, face à la recrudescence des matchs interrompus? Vous pouvez donc participer à l'émission en nous appelant sur le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Et aussi, vous pouvez continuer de nous écrire en commentaire sur la page Facebook de la 3. Voilà, c'est parti donc pour 90 minutes d'émission avec les membres de l'équipe. Roger Stéphane, bonsoir. Ouais, bonsoir Marie-Christine Bégré. Coach Koneyaya, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Très bien habillée ce soir. Merci. Vraiment, une robe qui a été achetée par... non, pas seulement ce soir. Voilà, comme Dago Charles, il dit c'est lui qui a acheté la robe, donc bon. Dago Charles, bonsoir. Bonsoir ma belle. Vous voyez déjà. Elle te va si bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes un amour. Et puis, Dorgelès aussi, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà. Bon, très chers téléspectateurs, la première rubrique où on vous donne les news, justement, de la planète sportive, c'est dans LGT News. On y va. LGT News. JO Paris 2024 pour commencer les news. Bicente Lizarazu a porté la torche olympique. La flamme olympique poursuit son périple à travers la France. De passage au Pays Basque lundi dernier, la torche olympique est passée à Biarritz et Saint-Jean-de-Luz avant de terminer sa caravane à Pau. À cette étape, l'ancien champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000, Bicente Lizarazu, a eu l'honneur de porter cette torche. Une journée inoubliable pour lui, d'autant plus qu'il a fait ce geste dans sa ville de naissance. C'est un sentiment incroyable de vivre cela avec tous ces gens à Saint-Jean-de-Luz. Je suis super heureux, a confié l'ancien international français. Voilà le débrief des news. Dago Charles, Lizarazu a porté la torche olympique. Moi, je voudrais vraiment remercier, sinon féliciter les organisateurs français par rapport à ce choix-là, parce que Lizarazu a été un très, très, très grand footballeur. En offre au jeu, Stéphane me citait un peu plus ou moins ce qu'il a gagné, je crois, une Coupe du Monde. De 98. De 98. L'Euro en 2000. L'Euro, il a été énormissime avec le Bayern de Munich. En commençant par Bordeaux. Voilà, en commençant par Bordeaux. C'est vraiment une référence. C'est vraiment quelqu'un qui a suscité une certaine vocation dans un certain nombre de cœurs d'un certain nombre de joueurs que moi j'ai connus, en tout cas en particulier. Et voir que 20 ans ou 30 ans après, on lui rend hommage, c'est-à-dire qu'on lui permet de porter cette flamme-là. Quelque part, c'est vraiment une certaine reconnaissance. C'est-à-dire que nous, sportifs, on s'est dit, le peuple, sinon la population, ou le politique, n'a pas oublié tout ce qu'on a fait pour la nation. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Nous, en Afrique, ici, souvent, on organise ces grandes compétitions-là. Et puis, très souvent, on oublie un peu nos icônes. On oublie un peu ces gens-là, ces sportifs de haut niveau, qui ont mené ce type de combat-là. C'est vrai, c'est des combats soft, mais qui, quelque part, on regarde, on réfère et on est l'image du pays. Donc, vraiment, pour ça, je tenais à féliciter toute la France. Et puis, dire merci à Lizarazu pour ce qu'il nous a apporté du point de vue du foot. Voilà, Lizarazu, ancien international français. Voilà, donc la flamme olympique poursuit son périple à travers la France. Un deuxième sujet, préparation Cannes U20 2025. Oui, les éléphantos préparent donc les éliminatoires de la Cannes de leur catégorie, les U20. Il y a une double confrontation.
23 et 27 mai contre l'équipe de l'Algérie au complexe sportif de Benjerville. Il faut savoir que ces éliminatoires-là se font de façon zonale, comme avec les U17. Les éléphantos seront dans la zone UFOA-B du 17 au 31 octobre prochain. L'Algérie sera dans la zone UNAF, Union nord-africaine de football. Et puis pour la préparation, vous savez que les Algériens ont battu ce dimanche l'USM Alger, un puissant club algérien 5-3. Donc ça vous dire que c'est un bon adversaire qui arrive ici pour faire ces 2 matchs de préparation avec les éléphantos sous la houlette de Dao Lassina. Ivoiriens et Algériens sont absents de cette CAN depuis 2013. Les 2 équipes ont cette histoire en commun. Une longue histoire, une longue absence. C'est un peu dommage. Maintenant, Dao Lassina et ses garçons, il a convoqué 22 joueurs. Ils sont au laboratoire depuis lundi dernier au Centre national technique de Benjerville pour préparer ces 2 matchs amicaux et se préparer pour le tournoi éliminatoire de cette CAN. Et on espère que les garçons auront de bons arguments d'abord pour faire un très bon résultat face à l'Algérie. Ce serait déjà très encourageant. Ensuite, aller pour ces éliminatoires de cette zone du côté de l'UFOA-B, confirmer la qualification et aller jouer cette CAN des U20 parce qu'il y a longtemps qu'on n'y a pas joué. 2013 reste un peu une période assez charnière parce qu'en 2013, c'était la dernière par rapport à nos garçons UFOA pendant la CAN U20. 2013, c'était la victoire des U17 au niveau de leur catégorie qui, depuis 2015, n'ont pas participé à la CAN. Là, ils sont qualifiés pour les demi-finales de la phase éliminatoire de leur compétition. On espère que les U20 également vont aller confirmer pour les éliminatoires et se qualifier. Pourquoi pas, pour cette CAN des U20, la CAN de leur catégorie. On espère en tout cas pour les éléphantos U20 et comme vous l'avez dit, pour mémoire, la dernière participation de la Côte d'Ivoire à une CAN junior remonte à 2013. Dago Charles. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. En tout cas, j'ai vraiment envie de laisser le coach Koné parler de ça parce que, non mais franchement, Roger Stéphane et moi, on en parlait tantôt. Et là, je pense qu'il a même fait... Il a même fait quand même un écart, un clin d'œil à cette situation. Depuis 2013, effectivement, il n'y a plus rien. Ouais. Parce que simplement, Kamara Ibrahim était venu en son temps, avait pu créer quelque chose avec ses camarades en recrutant dans les centres de formation, et ils sont allés créer l'exploit en gagnant cette Coupe d'Afrique. Et donc, depuis lors, nos responsables fédéraux pensent qu'on peut tout le temps créer l'exploit, et donc on va toujours aller chercher les gens dans les centres de formation, venir, alors qu'on voit des garçons qui sont même dans les championnats du district, les championnats de division régionale, qui peuvent être recrutés parce qu'ils sont compétitifs pour venir jouer en U17 et en U20 et autres. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand on voit la liste de Dao Lassina, il y a certains qui sont des centres de formation qui y sont. Normalement, aujourd'hui, quand on a un championnat avec des infrastructures du niveau vraiment de la Côte d'Ivoire, on ne devrait pas pouvoir retrouver un garçon d'un centre de formation. Ouais. Je ne dis pas parce qu'il n'est pas bon, mais en question de rythme et de la compétition, quand tu es dans un centre de formation, tu n'as pas le même rythme qu'un gars qui joue un championnat de district. Parce que le championnat de district cette année, ça a été quand même 10 matchs d'affilée. Division régionale, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, ils sont beaucoup plus en jambes. Ces garçons-là, venus en équipe nationale, pourront jouer 15-20 matchs tranquillement, ils peuvent nous satisfaire. Bon, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Non, maintenant, il y a un championnat U20 qui a été lancé. Il faut enchaîner avec les autres catégories pour pouvoir emmener nos garçons à être beaucoup plus compétitifs sur la régularité. C'est vivement qu'on ait un championnat U16, U17 pour coller à celui des U20 qui a été lancé par la nouvelle fédération. Ça va aider énormément parce que effectivement c'est le manque de compétition au plan local qui fait que nos garçons ne sont pas réguliers à la Coupe d'Afrique de leur catégorie, notamment les U20 et les U17. Il faut corriger ça avec une compétition. Les U20, on a commencé. Il faut peut-être enchaîner avec les U16 et les U17 pour aider véritablement. Voilà, vous l'avez dit, il faut corriger. Oui, coach Konéa. Oui, je pense que rapidement sur ce point, Dago Charles, il a tout dit. Et Roger aussi, c'est pareil. Voilà, je pense que tant qu'on n'aura pas un championnat, dit même Roger pas des championnats U20, mais le championnat U20 que nous voyons, mais ça n'en est pas un. Parce qu'on va plutôt parler de championnat réserve. Parce que les garçons qui sont là-bas, c'est les garçons de plus de 20 ans. Et d'ailleurs, c'est mal organisé. Voilà, tu vois des clubs qui s'appuient sur des centres de formation, qui ne sont pas du tout organisés, qui viennent pour jouer sous la coupole des clubs. Donc voilà, il faut véritablement revenir à une meilleure planification au niveau des footballs de catégorie, au niveau des footballs de jeunes. Et je pense que nous avons des techniciens assez aguerris, nous avons un DTN assez aguerri qui peut
ma foi, essayer de planifier le football au niveau des jeunes. Sinon, Marie-Christine, on part toujours comme ça, dans l'improvisation, et c'est sûr qu'avec l'improvisation, on ne peut rien obtenir. D'accord. En tout cas, avec l'improvisation, on ne peut rien obtenir, vous l'avez dit. Et la mère de Mbappé dévoile son nouveau club d'Orgelès. Effectivement, il faut le dire. Donc, on a reçu l'information. Donc, avant de quitter le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a organisé une fête d'adieu du côté de Paris dans un restaurant magnifique. A été invité vraiment ses amis, ses coéquipiers, la plus proche de Kylian Mbappé. Et puis le grand absent sur les 250 invités, bien sûr, ça a été le président Nasser qui n'était pas présent à l'événement. Donc, allez, ça continue de faire jaser parce que le président n'a toujours pas digéré cette vidéo de Kylian Mbappé, l'adieu, parce qu'il n'a pas été associé, le club n'a pas été informé. Il a vu la vidéo en même temps que les autres. Il a dit quand même, c'est lui quand même quelque part qui a permis à Mbappé aussi d'atteindre ce summum-là, même si on veut partir. Je pense que on le sait, il faut savoir bien partir de la maison. Et jusqu'à présent, il n'a pas digéré cette façon de faire de Kylian Mbappé. Malheureusement, il n'était pas présent lors de ce dîner d'adieu ou de cette fête tout simplement. Donc quand ils ont interrogé sa maman sur la possibilité de voir Mbappé dans un autre championnat, elle a dit, vous le savez déjà, donc ce qui laisse entrevoir que jusqu'à présent, c'est des informations qu'elle nous laisse comme ça, mais en tout cas, sauf cataclysme, nous sommes au football, quand on sait que Willian devait signer à Arsenal, et puis au dernier moment dans l'avion, il a signé à Chelsea. Sait-on jamais, mais pour l'instant, Kylian Mbappé est bien parti pour signer au Real Madrid. Voilà, et l'idylle entre la Ligue 1 de France et Kylian Mbappé est terminée. On marque une petite pause, le temps de la publicité. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. Vous ne bougez surtout pas. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team ce mercredi soir. Nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h et le sujet principal de l'actu avec la question LGT que je vous redonne, football local, que doit faire la FIF face à la recrudescence des matchs interrompus. Pour participer à l'émission, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Pour l'instant, nous passons au focus de ce soir. Diomandé Abdoul Karim, président de l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire, a bien voulu nous accorder une interview récemment. Dans cet entretien, le premier responsable de l'AMAFSI s'exprime sans faux fuyant sur les matchs interrompus en championnat. On regarde cet élément. Bonjour à vous. Après un an d'exercice, on peut dire que l'AMAFSI se porte très bien. Depuis le 27 mai 2023, on a commencé d'abord par une rentrée sportive qui a permis d'élaborer un plan d'action de nos activités pour la saison sportive 2023-2024. Et après ça, on a pu avoir la permission de la Commission centrale des arbitres pour faire un test de rattrapage pour les arbitres qui étaient en retard. Au-delà de ça, on a mené une autre action qui consistait à faire une campagne de sensibilisation contre les violences faites aux arbitres dans les stades et plein d'autres choses comme soutenir les arbitres qui ont des événements heureux et surtout soutenir les arbitres qui sont appelés à compétir à l'international. L'activité avait été prévue bien avant et comme c'est une amicale, notre objectif principal c'est de promouvoir l'excellence, promouvoir la cohésion entre les arbitres et surtout promouvoir nos anciens, ceux qui ont mené les premières batailles pour que l'AMAFSI voie le jour. Le rôle principal d'une amicale, c'est de soutenir ses membres. Et il va de soi que nous devons soutenir nos membres quand ils traversent des moments difficiles. Mais il ne faut pas réduire cette activité-là au simple incident dans lequel notre collègue a été impliqué. Il faut aller au-delà de ça. Ce jour-là, nous avons honoré de grands noms de l'arbitrage ivoirien, dont le doyen Bema Doumbia, le doyen Senko Zeli, le doyen Agui Aguié, notre champion national de l'arbitrage, M. Doué, et bien d'autres. Faire un clin d'œil à notre collègue Awa Aya Irene qui a multiplié l'AFAFSI, qui est l'amicale dédiée aux dames et qui fait la promotion
de l'arbitrage des dames. Et l'AMAFSI, à ce niveau, lui apporte tout son soutien et nous ferons en sorte que les activités qui seront menées par la FACI soient soutenues par l'AMAFSI, de sorte à donner un coup de pouce à la promotion de l'arbitrage féminin en Côte d'Ivoire. Il faut que nos dirigeants apprennent à être aussi responsables. Il y a eu 3 situations de match interrompus. La première situation, c'était, je crois, Iska Siroko, qui a été résolue par la commission de discipline. Il nous a été donné de constater que l'interruption est du fait des équipes. Or, il est aussi stipulé dans les règlements de la FIF que lorsqu'une équipe constate ou bien estime qu'elle a été lésée par les décisions de l'arbitre, elle a un moyen de recours qui commence par, dans un premier temps, sur l'aire de jeu, à l'arrêt naturel, le capitaine interpelle l'arbitre sur le fait, sur l'acte posé par l'arbitre qui, selon l'équipe, est en désaccord ou bien en déphasage avec le loi du jeu. C'était on va dire, une réclamation verbale. L'arbitre inscrit la réclamation sur son calepin, l'heure en présence du capitaine de l'équipe adverse et de un des assistants, celui qui est concerné par l'action. Et à la fin du match, cette réserve-là est portée sur la feuille de match. Mais quand on voit des équipes qui prennent sur elles d'arrêter une rencontre, après il faut assumer les conséquences. Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans les 2 cas du match de Thiologo et de AS Benjerville. Vous savez, quand un match se passe mal, l'entraîneur dira que c'est les arbitres, les joueurs diront que c'est les arbitres et même les dirigeants. Si vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 mois de cela, il y a 6 arbitres qui ont été suspendus. Et voilà pour vous dire que lorsque des faits sont avérés et que les arbitres sont impliqués dans une mauvaise interprétation des lois du jeu, des décisions sont prises à leur encontre. Et la CCA ne transige pas sur ce genre de situation. Mais en même temps, il ne faut pas profiter du fait qu'on ait sanctionné 6 arbitres pour jeter la faute aux arbitres à chaque fois que soit l'entraîneur est incompétent ou quand le dirigeant n'arrive pas à gérer son équipe comme il se doit. À ce niveau, je souhaiterais que la Ligue professionnelle se penche sur ce fait-là. C'est vrai, il est bon de souvent critiquer les arbitres, mais il faut mettre les moyens à leur disposition pour qu'ils excellent dans leur métier. Et c'est pas ce qu'on constate. Les drapeaux BIP et même les kits oreillettes sont achetés par les arbitres eux-mêmes, de leur propre poche. Ça coûte quoi à la Ligue professionnelle d'investir ne serait-ce que 10 millions pour acheter ne serait-ce que 10 kits oreillettes et les mettre à la disposition, pas des arbitres, mais des stades où les compétitions se jouent, de sorte à améliorer les compétences et les capacités des arbitres. Et je pense que ça, on n'a pas besoin d'aller à Harvard pour le comprendre. C'est une belle initiative. On verra avec l'application faire des propositions. Mais il faut d'abord que ce soit appliqué et que l'exécution de ce processus-là, faire des propositions. Mais déjà, c'est une belle proposition qui doit être accompagnée en fait. Il y a tellement d'activités que je préfère résumer dans ces 3 mots. D'abord, la formation. Il faut détecter de nouveaux talents, de nouveaux arbitres, faire de la formation et récompenser. Parce que c'est vrai, il est bien de former, mais quand il n'y a pas une certaine émulation, il n'y a pas de motivation. Il faut pouvoir reconnaître ceux qui se sont bien illustrés et en même temps aussi sanctionner ceux qui ne font pas ce qu'il faut pour redorer l'image de l'arbitrage. Et donc, en collaboration avec la Commission centrale des arbitres, nous travaillons à la formation, au développement et à la récompense des arbitres. Donc, c'est nos challenges. En plus de cela, faire en sorte que les arbitres se sentent une amicale qui défend leurs intérêts. Dans un premier temps, aux journalistes sportifs. Vous savez, les lois du jeu, on ne les apprend pas du jour au lendemain. C'est un long processus. Et pour officier des matchs, nous avons pris des années à apprendre les lois du jeu et à savoir les interpréter. Donc on les invite à se rapprocher soit de la Commission centrale des arbitres ou bien de la MAFSI pour qu'ensemble on essaie d'échanger sur les lois du jeu pour leur faire comprendre l'esprit. Il y a l'esprit et il y a la lettre. Et le public sportif leur demander de fréquenter les stades, de venir autant qu'ils peuvent suivre les matchs. Ça leur permet de se faire une idée déjà du niveau du championnat, du niveau des arbitres et du niveau
des footballeurs. Maintenant, nos dirigeants de club, les appeler à plus de responsabilités quand ils doivent prendre la parole pour juger les arbitres. Nous sommes conscients de l'investissement que chaque dirigeant injecte dans son club. Et nous n'avons pas pour prétention de venir réduire à néant ce qui se fait. Et nous faisons tout notre possible pour être à la hauteur de leurs attentes. Mais en même temps, il faudra qu'eux aussi, ils soient à la hauteur de nos attentes. Maintenant, nos arbitres, les appeler à plus de vigilance. Chacun veut soit éviter la relégation ou passer en division supérieure. Et cette pression-là met encore plus de pression sur les arbitres, étant donné que nous sommes ceux qui doivent les juger. Et donc, j'invite nos arbitres à redoubler de vigilance, à rester droit dans leurs bottes et à officier selon les lois du jeu et les règlements généraux et spéciaux de la FIFA, et ne se limiter qu'à ça. Voilà, c'était donc Diomandé Abdoul Karim, président de l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire. Messieurs, est-ce qu'il vous a convaincu sur certains sujets brûlants? Roger Stéphane? Non, je pense qu'il a brillamment, mais vraiment brillamment, fait le tour de la question. En ce qui concerne l'arbitrage cette année au niveau du football ivoirien, il a parlé évidemment de la responsabilité des arbitres. Il est évident que parmi eux, il y a quelques-uns qui font beaucoup de fautes d'arbitrage. La preuve d'ailleurs, il a cité le match Siroko-Isca, dont les arbitres ont été sanctionnés par la commission centrale des arbitres. Il a parlé également de la responsabilité fédérale qui ne donne pas beaucoup de moyens aux arbitres pour travailler, notamment sur les kits et autres. Les kits sont payés par les arbitres, il nous l'apprend. Et puis sur la mauvaise foi de certains dirigeants et certaines équipes qui, sur même eux-mêmes leurs propres fautes, les imputent aux arbitres. Donc vraiment, c'est avec beaucoup de lucidité qu'il a fait le tour de la question. Moi, j'ai écouté son interview avec beaucoup d'attention. Ça montre que, évidemment, il y a beaucoup de difficultés dans le milieu de l'arbitrage ivoirien. Ouais. Maintenant, il faut qu'il y ait la jonction de tous les acteurs pour qu'on puisse trouver une solution adéquate à améliorer la qualité de l'arbitrage en Côte d'Ivoire. Mais il a parfaitement raison. À mon avis, il a fait une interview limpide qui nous montre bien l'état actuel de l'arbitrage au niveau du football ivoirien. Ah oui, exactement. Dago Charles, oui. Moi, je suis parfaitement d'accord avec lui. Il a fait effectivement, il a planté un décor qui est clair. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais au-delà de l'arbitrage, pour moi, il y a les dirigeants du football ivoirien, même sont aussi responsables, sont aussi fautifs. Parce que quand tu prends l'exemple d'un match où un arbitre siffle un penalty, enfin, quand il siffle une faute qui est censée être un penalty, un dirigeant ou un joueur n'a pas la capacité de dire que c'est un penalty. Donc, ce n'est pas au joueur ou au dirigeant ou à l'entraîneur de dire c'est un penalty. C'est l'arbitre de dire c'est un penalty. Bien sûr. Mais chez nous ici, on s'érige tous en arbitre et on dit que c'est un penalty. Et pour ça, on sort. Donc, il y a une méconnaissance des règles. Il y a une véritable méconnaissance des règles, du règlement. Il y a plein de choses. Il y a une véritable éducation à faire dans le milieu du football ivoirien. Parce que, franchement, on est devenus tel qu'on était tous entraîneurs des éléphants, on fait tous nos classements. Aujourd'hui, on est devenus tous arbitres. Et donc, pour un oui, pour un non, on sort. Et on est tous secrétaires généraux des clubs. Ah ouais. Parce que les Ivoiriens, franchement, on connaît trop de ce football-là. À un moment donné, il faut mettre un peu d'humilité dans ce que nous faisons. Un peu de réserve dans ce que nous faisons. Laissons les arbitres faire jouer leur partition. C'est des êtres humains. C'est ceux-là même qui, c'est à cause de... Ça dit que si on veut regarder leur comportement, on se souvient du match des choses de Chelsea-Barça. Assez de fautes. Bon, ok, mais après, il y a eu les sanctions qui sont tombées un peu plus tard. Mais en aucun cas, Chelsea ne sort du terrain. Mais chez nous ici, pour un oui, pour un non, on sort du terrain. Mais en plus de ça, même les responsables fédéraux qui doivent sanctionner pour l'applicabilité des tests, eux aussi s'endorment sur leur laurier et ils laissent faire les choses. Et donc finalement, c'est tous, autant que nous sommes, qui laissons un peu les choses faire. Et malheureusement, ça fait pitié, ça fait mal pour le football ivoirien. Dans cette même année où on vient de gagner la Coupe d'Afrique, où notre nom rayonne à travers la planète, c'est là où c'est nous. Chaque journée, il y a un club en première division ou en deuxième division, en ligue professionnelle. Il y a pour une
mauvaise appréciation du sifflet d'un arbitre, on sort du terrain. Franchement, c'est déplorable. Mais bon, on en parlera tout à l'heure dans l'actu. Pour revenir à l'AMAFSI, justement, à l'amicale des arbitres de Côte d'Ivoire, oui, coach Konéa, qu'est-ce que recommandez-vous à l'AMAFSI, finalement? Bon, moi, je pense que déjà, le président de la MAFSI a été clair. Hein. Je pense que la MAFSI sait très bien son objectif, son rôle à jouer dans notre football. Comme il a dit, c'est dans un premier temps de revoir les conditions de travail des arbitres, essayer de mettre les arbitres, si vous voulez, loin des besoins, voilà, qui peuvent provoquer beaucoup de tentations, parce que là, il faut dire aussi que c'est un milieu qui n'échappe pas à la corruption, ça il faut le dire. Voilà, ils sont très exposés, les arbitres. Mais je pense que s'il y a une bonne formation, surtout que les arbitres puissent intérioriser que ils sont les garants des règles du jeu, de la loi du jeu. Donc c'est eux qui doivent appliquer ces règles du jeu tout en tenant compte de la philosophie, parce qu'il y a une philosophie et un esprit derrière les lois du jeu. Et je pense que nos arbitres sont suffisamment avertis pour pouvoir donc, lorsqu'ils sont sur les aires de jeu, lorsqu'ils sont dans des matchs, pouvoir appliquer comme il faut les règles. C'est ce qui ne se fait pas toujours. Et c'est ce qui amène souvent aussi des dérapages ici et là. Donc je pense que le président de la MAFSI, à leur niveau, il doit vraiment se pencher sur ce point. Sur ce point, d'accord. Toute façon, hein, tout à l'heure dans l'actu, on parlera de football local aussi. Ce problème récurrent hein, avec la question LGT, que doit faire la FIF face à la recrudescence des matchs interrompus. Une petite pause, hein, on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Bienvenue dans le championnat où le suspense est à son comble. Le centre d'avant la reprise, l'ouverture du score, la construction du jeu. Où la montée se joue jusqu'au bout de la saison. Un championnat où tout peut arriver. Oui, c'est ça le football, ne jamais renoncer. Chaque journée a sa vérité. Le suspense est à son comble. Bienvenue dans le championnat de toutes les émotions. Africa, victoire, 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 oh yeah! La Ligue 2 ivoirienne est de retour et sa nouvelle saison 2023-2024 est à suivre, encore une fois, en direct et en exclusivité sur la 3. Bienvenue sur la 3, bienvenue sur la chaîne qui offre 3 fois plus de sport en Côte d'Ivoire. Salut à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver. Nous sommes encore là au stade Robert Champrou. On espère un beau spectacle pour nos téléspectateurs. Ah oui, Henri Joël, idem pour nous. Rendez-vous après très prochainement. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Reste. Voilà, nous sommes en direct hein, sur la 3 jusqu'à 22h. Vous suivez donc votre émission La Grande Team. C'est toujours un plaisir hein, de passer cette soirée sportive, chaque soirée sportive en votre compagnie, très chers téléspectateurs. Et à présent, passons au stade du jour. On y va donc. Je commence avec 15. Avec 15 réalisations, l'international marocain Ayoub El Kaabi est l'actuel meilleur buteur africain en une saison de l'histoire des coupes européennes. L'attaquant de l'Olympiakos devance les Ivoiriens Sébastien Haller et Didier Drogba qui comptent 11 buts chacun. 14. L'Espagne détient le record de nombre de victoires en Ligue Europa avec 14 succès remportés par 5 clubs. FC Séville, Atlético Madrid, Real Madrid, Valence, Villarreal. L'Angleterre et l'Italie suivent avec 9 succès chacun.
4. Au terme de la saison de Détroit, les 4 clubs promus en Ligue 2 sont leaders Sporting Club de Marcory, ES Agboville, AS Divo et Espérance d'Issia. Les 4 relégués en division régionale sont Mossou FC, Abidjan City, ASC Bouaké et Académie Talentos de Koro. Voilà. Bon, messieurs, on va commencer avec la performance d'Ayoub El Kaabi cette saison en Coupe européenne. Dorgelès. Il faut le dire après on n'est pas surpris quand même par ce joueur magnifique là qui a mis du temps quand même à éclore, mais c'est un vrai talent cette saison. Avec son club, c'est 49 matchs joués pour 32 buts marqués et 3 passes décisives. Moi, je pense qu'il a passé un palier. Et puis au niveau des coupes européennes, il faut savoir qu'il a joué un peu plus parce qu'il y a eu les barrages. Après, il y a eu la Coupe Europa renversée en conférence. Donc voilà, je pense que jouer 3 compétitions et être titulaire marqué, donc c'est tout à fait normal. Par contre, quand vous prenez le cas Drogba et Haller, ça sera, on va dire, au niveau de la Ligue des Champions. Donc c'est différent. Jouer plus de compétitions sur une même saison et quand on sait que vous êtes un attaquant prolifique devant les buts, pour moi, il y a pas photo, mais quand même, faut saluer l'effort quand même de ce garçon-là, qui est monté en puissance avec cette équipe d'Olympiakos. C'est un moment donné qui était en difficulté, mais non, qui a retrouvé des sensations, qui est monté en puissance. Aujourd'hui, il fait partie quand même des meilleurs buteurs de son club sur cette saison. C'est lui qui a permis à son club là de monter en puissance et c'est à féliciter tout simplement. Et un record qui pourrait être battu? Oh, je pense que oui, sur une saison, c'est possible parce que après, ça dépend aussi des championnats, ça dépend quand même. Je pense que Sadio Mané n'est pas passé loin de cela, Mohamed Salah également, parce que ce sont des garçons qui jouent dans des clubs où vraiment, on va dire, c'est plus facile pour moi d'aller battre des records parce que Liverpool, quand on sait que peut-être un Liverpool va affronter peut-être un Marseille, un Brest, ça peut venir surtout en Ligue des Champions où vraiment on assiste souvent à des buts. Surtout en phase de poule, on a eu une saison où il y avait eu le Real Madrid, il jouait contre Dynamo Kiev, je pense bien. Donc c'est possible au niveau de ces grands clubs-là. Mais pour Ayoub Kaabi, c'est à féliciter. Mais je pense que sur une même saison, jouer 3 compétitions, on a plus de chances quand même de monter cette barre-là. Mais il faut le féliciter. Mais il faut le dire aussi que c'est possible de battre ce record. D'accord. Et Roger Stéphane, comment on explique finalement cette domination des clubs espagnols en Ligue Europa? Peut-être le petit secret, c'est l'un de ces clubs. C'est l'un de ces clubs qui a fait la force des Espagnols parce que sur les 14 récompenses, tous les grands de l'Espagne ont gagné, sauf l'équipe du Barça. Le Real l'a gagné 2 fois, l'Atlético de Madrid l'a gagné 3 fois, Valence et Villarreal ont gagné 1 fois. Mais c'est surtout grâce à Séville, grâce aux Sévillans, qui l'ont gagné 7 fois. Séville a gagné 7 fois cette Ligue Europa. 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 et 2023. Et surtout avec un triplé, 2014, 2015, 2016, c'était sous l'ère Unai Emery, qui est d'ailleurs l'entraîneur emblématique de cette compétition, qui a gagné, qui est revenu et qui a gagné encore. Donc c'est Séville qui fait la force des Espagnols dans cette compétition. Parce qu'évidemment, Séville, à un certain moment, a fait de cette compétition sa priorité. Vu que la Ligue des Champions était l'affaire des 3 grands espagnols, Real, Barça, Atlético, vu que les titres et les coupes étaient l'affaire de ces 3 grands, Séville s'est concentré derrière et généralement a mis le paquet sur cette compétition et l'a gagné 7 fois. Je pense que c'est Séville qui fait la force, mais quand même, oui, derrière aussi, il y a quelques pays, l'Italie, pas mal. Mais je pense que les clubs espagnols sont à féliciter dans cette compétition. Mais il n'y a pas que cette compétition. Parce que si vous partez chercher le Real de Madrid en Ligue des Champions, le Barça des Champions, il n'y a pas beaucoup de clubs dans les autres pays qui font mieux. Donc, bravo au football espagnol qui domine les compétitions au niveau des clubs, aussi bien au niveau de la Ligue des Champions que de cette Ligue Europa, avec notamment cette équipe de Séville. Très bien. Et sous nos cieux, maintenant, qu'est-ce que vous pensez du casting des promus en Ligue 2, coach Koneya? Oui, je pense que le premier en Ligue 2, on a vu, je crois, il y a l'entente sportive d'Agoville, Divo, As Divo, l'Espérance d'Issia est leader
On a Leader Sporting Club de Marcory, ES Aboville, AS Divo, Espérance d'Issia. Voilà, je pense qu'il y a vraiment rien à dire, à redire. C'est des équipes qui ont véritablement mérité leur montée. Quand on prend par exemple l'équipe d'Agoville, qui était à coude vraiment très serré entre Racing Club de Koumassi. Ce n'est que justement à la dernière journée que cette équipe a pu avoir son ticket pour la montée en Ligue 2. Donc bravo au président Sawadogo Moussa qui a fait un énorme boulot, et les autres aussi, on va pas oublier. Là, Divo aussi, qui très tôt a également eu son ticket pour la montée. Donc pour moi, c'est vraiment mérité pour ces 4 équipes. Mais je pensais que vous alliez marquer un arrêt spécial sur l'équipe de l'AS Divo, vous et Dago Charles, pour avoir joué, parce que l'AS Divo, parce que l'AS Divo, il y a quelques années, c'était l'une des meilleures équipes du championnat local de Côte d'Ivoire au niveau de la Ligue 1, qui a connu les difficultés, comme en ont connu quasiment tous les clubs en dehors de l'ancien comme Mimosa. Et le retour de l'AS Divo, Dago ne va pas me contredire, c'est un pur bonheur, c'était à une certaine époque une très belle équipe au niveau du football local. Alors Dago Charles, on vous écoute alors. Ah oui, et je pense que c'est l'équipe même qui rejoint un peu le Sporting Club de Gaïma. Cette ligne-là, depuis Tia Salé jusqu'à Daloa, il n'y a plus rien, jusqu'à Mans, il n'y a plus rien. Donc on est heureux que l'AS Divo revienne un peu, comme ça a été. L'AS Divo nous a donné des grands joueurs, Moukwasi Blaise, qui est venu après à la SEC, Éléphant, Gâteau Gaillet et autres qui étaient venus avec nous à l'Africa Sport. Donc franchement, je suis heureux que l'AS Divo revienne et que Agboville ait une deuxième bonne équipe. Parce qu'on a connu la Limbi Sport d'Agboville avec aujourd'hui mon ami Mbocho Anselme. Coucou à toi, j'espère que tu vas monter en D3. Oui. En tout cas, l'espérance d'Agboville, ça va nous permettre, parce que Agboville c'est à 80 km là, c'est beaucoup plus intéressant. En tout cas, moi, je suis très heureux pour les équipes de l'intérieur du pays qui montent au niveau de l'élite du football ivoirien. Contrairement, je m'excuse aux équipes d'Abidjan parce que je suis un peu fatigué de l'interquartier. Je voudrais bien que ce sont les régions, les grandes villes de l'intérieur du pays qui viennent animer la ligue professionnelle. Il y aura beaucoup plus d'émulation, il y aura beaucoup plus de filiation avec ces populations-là. Ça va nous permettre de revoir les choses qu'on a connues avant. Donc, bravo à l'AS Divo. D'accord. Fin des stades du jour. Maintenant, nous passons au sujet principal de l'actu de ce soir, la question LGT. Je vous la redonne. Football local. Que doit faire la Fédération ivoirienne de football face à la recrudescence des matchs interrompus? Vous pourrez donc participer à l'émission maintenant en nous appelant au 27 21 59 93 99. Allez, on part pour l'actu. Le téléphone est donc ouvert, le 27 21 59 93 99. Vous pouvez à présent nous appeler. La rencontre Racing Club d'Abidjan Bouaké FC, comptant pour la 28e journée de la Ligue 1, est venue allonger la liste des matchs interrompus cette saison. Dans la Ligue professionnelle, que doit faire la Fédération ivoirienne de football face à ce phénomène? On ouvre le débat, mais après ce sujet préparé par la rédaction. On y va. Le phénomène des matchs interrompus qu'on croyait spécifique à la Ligue 2 vient de s'étendre à la Ligue 1. Samedi dernier, lors de la 28e journée du championnat au Parc des Sports, le Racing Club d'Abidjan, contestant un pénalty accordé à son adversaire Bouaké FC dans les ultimes minutes de la partie, a quitté l'aire de jeu. Avant ce match, des scénarios similaires se sont produits en 2e division lors des rencontres Sirocco FC Iska, ES Bingerville FC Oza et US Chologo Iska. Si ces deux dernières oppositions ont vu leurs résultats homologués, la première, elle, a dû être rejouée suite à une décision de la commission de recours de la Fédération ivoirienne de football. Sans doute inspirés par ce cas, les dirigeants du Racing Club d'Abidjan ont officiellement demandé par courrier à la FIF de faire rejouer leur match face à Bouaké FC. Ils appuient leur requête par une succession de faits d'injustice en leur défaveur, un mauvais arbitrage et un manque de sécurité dans le stade. La fédération se retrouve ainsi dans un véritable embarras. Entre la remise en cause de l'arbitrage, le manque d'équité et l'insécurité, sa responsabilité est engagée. Longtemps passive devant ces événements, elle n'a plus d'autre choix que de faire preuve de fermeté et de prendre des mesures appropriées.
Voilà, on ouvre donc le débat, hein, messieurs. Que doit faire la Fédération ivoirienne de football face à la recrudescence des matchs interrompus? Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 et aussi vous pouvez continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Dago Charles, on vous écoute. Moi, je pense qu'il n'y a pas à chercher midi à 14h. C'est que la Fédération ivoirienne de football, par le truchement de ces deux commissions, la commission de discipline et la commission de recours, de faire appliquer les sanctions relatives aux attitudes des uns des autres. Mais malheureusement, quand ces commissions-là elles-mêmes, elles sont sujettes à des légèretés, ça donne ce type de comportement. Je me souviens de ce premier match-là qui a donné droit à toutes ces affaires-là. Siroko Isca. On veut nous faire croire que l'arbitre n'a jamais mis faire un match. Mais ça veut dire que le match continue jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais vu un match de football, même pour une intempérie, pour une aléa climatique, quel que soit ce qui se passe, un arbitre met toujours fait un match. On leur a dit que ça ne se fait pas. On a tenté de me faire croire que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match. Je n'ai jamais vu ça. Et on sanctionne seulement les arbitres. Même le commissaire, à mon sens, devait même sanctionner. Parce qu'il est représentant de la fédération ivoirienne de football. Il ne peut pas accepter que deux équipes sortent du terrain avec les arbitres, tout et tout, et on ne donne aucun résultat. On ne peut pas faire un match. À partir de cet instant, on a ouvert la boîte de Pandore. Et puis, on apprend quelques temps plus tard que ce match devait être à rejouer. Moi, je n'avais jamais vu ça. Donc, quel que soit Alpha, un match de football doit avoir un terme. Quand on finit de mettre un terme au match, après, on peut apprécier. Mais en principe, une équipe qui sort en premier, qui quitte le rectangle vert, cette équipe-là, elle a perdu le match. C'est clair. Mais on nous fait rejouer le match de Isca Siroko. Bon, pourquoi? Je ne sais pas. Et jusqu'aujourd'hui, je me l'explique difficilement. À partir de cet instant, toutes les équipes se disent, bon, dès l'instant où un arbitre nous frustre, nous aussi, on peut sortir du terrain. Ce qui n'est pas normal non plus. Ah oui, pas normal. Pour moi, tout est parti du fait que ces commissions qui sont indépendantes. C'est pour ça que moi, je n'en veux pas à la FIFA. La question, elle est relative à la Fédération ivoirienne de football. Oui. Mais je pense qu'il y a plus de 24 ou 25 commissions. Mais les commissions qui sont en charge de ces questions-là, c'est la commission de discipline et la commission de recours. La commission de discipline doit faire appliquer les tests. Si tu sors du terrain, tu dois avoir... D'abord, tous les joueurs, quand ils sortent du terrain, le règlement dit, quand un joueur sort du terrain sans l'assentiment de l'arbitre, ou il doit rentrer sur le terrain, sans l'accord aussi de l'arbitre, il a un carton jaune. Donc, quand un dirigeant demande à tous ses joueurs de sortir du terrain, ils doivent tous avoir les cartons jaunes. Tous, autant qu'ils sont. Même avec les encadreurs, tout ça. Parce qu'on donne les cartons jaunes aux encadreurs sur le banc de touche. Oui, bien sûr. Voilà. Ensuite, ils doivent perdre le match sur tapis vert. C'est comme ça. Si on avait appliqué ce règlement-là le plus tôt possible, on avait été rigoureux, on n'allait pas connaître ce type de choses-là. Aujourd'hui, on a créé une certaine jurisprudence, tout le monde veut rentrer dedans, tout le monde veut faire ça, et à chaque fois, on veut expliquer au point de voir une lecture de RCA dit que nos jeux sont sortis parce que nos joueurs ont vécu une injustice. Donc, on souhaiterait qu'on reprenne nos matchs. Mais c'est trop léger. C'est trop léger. Donc, que nos dirigeants soient un peu responsables, soient vraiment attentifs au règlement, et qu'on corse un peu plus sur le règlement, c'est-à-dire les sanctions. D'accord. Voilà, elles peuvent arriver au PQ, c'est aussi important. D'accord, c'est bien noté, Dago Charles. Que doit faire la Fédération ivoirienne face à la recrudescence des matchs interrompus? Nous avons un appelant, M. Fofana, qui nous appelle de Logoualé. Bonsoir, M. Fofana. Oui, et bonsoir, Marie-Christine. Voilà, bienvenue sur le plateau de la Grande Team, et puis on vous écoute. Merci, bonsoir. Bonsoir, Roger Stéphane. Oui. Bonsoir, Dago Charles. Bonsoir les autres. Bonsoir. On vous écoute. Voilà. Vraiment, autant j'étais fier d'être ivoirien, d'appartenir à cette nation-là, après la Coupe d'Afrique qu'on a remportée de la manière qu'on sait. Oui. Mais autant j'ai honte maintenant vraiment d'être ivoirien. Parce que quand j'apprends que dans un pays comme le nôtre, où en plein championnat, qu'il soit Ligue 2, Ligue 3, Ligue 1, pour une faute, je ne sais pas, une équipe sort du terrain, même dans mon village, à Lawa là-bas dans le Ourodougou, à Séguéra, on n'a jamais fait ça. Parce que quand on s'assoit et qu'on met des textes sur pied pour organiser ne serait-ce qu'un tournoi, et pas même pas d'un championnat, un tournoi sur deux ou 3 semaines, vraiment, on ne sort pas du terrain. Je ne sais pas qui a encouragé ça. Même la 3,
que je regarde tous les soirs, j'ai dit que la 3 même est en train d'encourager les équipes à sortir du terrain. Ah. Parce qu'en posant la question même, en nous posant la question, donc il va de soi que toutes les équipes qui sortent du terrain vont perdre automatiquement le match. Ou alors, ceux qui organisent ce genre de tournois là, ou les championnats, ils donnent le tablier et puis voilà, on passe à autre chose. Je ne peux pas comprendre. Même en 1800, en Côte d'Ivoire ici, aucune équipe n'a sorti du terrain. Je n'ai jamais vu ça. Non, Marie-Christine, vraiment, ça me remonte, quoi. Je ne sais pas. Oui, je vois, M. Fofana. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a remporté, qui a formé des grands joueurs comme les Dago Charles et autres, sorti du terrain, à Gagnoua, à Daloa, où on aime si bien le football, on n'a jamais fait ça. Vraiment, c'est la première fois que moi je vois ça. Quoi. Vraiment, il faut taper du poing sur la table. Bien sûr. Je ne suis pas vraiment, ça me remonte, franchement. Voilà, ne soyez plus remontés, s'il vous plaît. Et puis, demeurez fiers d'être ivoirien encore, s'il vous plaît, M. Fofana. Merci beaucoup pour votre participation. Sur les mesures de la fédération, mais c'est un vaste chantier. On est parti pour un vaste chantier. Parce que c'est d'abord l'application des tests et les sanctions. La seule sanction que je connais pour l'instant, c'est match perdu. Si c'est une équipe qui est responsable du match, c'est match perdu 3-0. Et puis, je crois qu'il y a des points qui sont retirés au niveau du goal à virage. Oui. Mais je trouve que ces sanctions sont légères. Il faut peut-être les corser davantage pour les étendre aux joueurs, au staff et aux dirigeants. Peut-être que ça va amener les équipes à faire attention. Le deuxième volet, c'est la formation des arbitres. La formation des arbitres pour les remettre à niveau. De telle sorte qu'on ait des arbitres qui aient le niveau, qui soient compétents, qui soient compétitifs et qui permettent d'avoir un arbitrage de qualité. Parce que pour certains, quand on regarde, on sent vraiment une méconnaissance des règles. Oui. Quand un arbitre se bat avec un joueur, etc., ça peut prêter à confusion. Maintenant, moi, j'ai demandé à la fédération. Et c'est là qu'il y a le chantier. On m'a dit qu'il y a un projet de professionnalisation. Bon, c'est très bien, parce qu'on dit, on va faire renforcement des capacités des instituteurs physiques et techniques, renforcement des capacités des arbitres, en organisant des séminaires. Et puis après, il y aura l'acquisition d'équipements de pointe. Tout à l'heure, le président Lamapsi a dénoncé un certain nombre d'éléments. La fédération entend donner des kits oreillettes, des drapeaux BIP, des maillots, et surtout sélectionner 40 arbitres qui vont faire partie de certaines élites, qui vont être suivis, qui vont être formés et qui vont être rémunérés comme des professionnels pour exercer. C'est bien, quand on regarde tout ça, c'est bien. Mais maintenant, on va voir la faisabilité de ce projet et surtout les mesures qui vont accompagner les éléments qui sont cités. Parce que quand même, on ne peut pas accepter qu'en 2024, des équipes quittent le terrain pour une faute d'arbitrage. C'est une méconnaissance des tests de la Fédération de football. Il y a des tests qui régissent les compétitions. C'est parce que justement, Dagochal a parlé du premier cas. Je dis non, c'est parce que justement, les clubs ne connaissent pas les tests qui régissent les compétitions et leur organisation, qu'ils se permettent de quitter le terrain parce que justement, il y a une faute d'arbitrage qui a été sifflée. Ça ne se fait pas. Donc, c'est un vaste chantier, très très compliqué. Il faut que la fédération prenne le taureau par les cornes avec les mesures annoncées, plus les mesures elles-mêmes. Elle entend mettre en œuvre la saison prochaine pour professionnaliser ce secteur parce qu'il le faut. Sinon, ce qu'on a vécu cette année-là n'est vraiment pas digne du football ivoirien. Pas du tout. Que doit faire la Fédération ivoirienne de football face à la recrudescence des matchs interrompus? Nous avons M. Alain Wawayou qui nous appelle de Divo. Bonsoir, monsieur. Bonjour, maman. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Alors, on vous écoute. Bonne fête de mère à vous, maman. Merci beaucoup. Je salue M. Pompidou sur le plateau. Pardon, quand il dit Pompidou, il sait de qui je parle. Bien sûr, c'est Dagochal, oui. Dagochal, l'enfant de Abobo, ok. Oui. Alors, pour ma part, je voudrais dire une chose qui est très simple. Parce que, vous savez, nous avons des commissions au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Oui. Vous savez, les yeux ne sont pas, excusez-moi du terme, mais les yeux ne sont pas dans notre nuque. Les yeux sont au niveau du front, devant. Donc, un arbitre ne peut pas tout voir. C'est pour dire qu'au cours d'un match de football, s'il y a des incohérences, il y a des choses que l'arbitre n'a pas pu peut-être voir ou siffler. Oui. On attend après le match pour poser ce qu'on appelle les réserves. Nous avons joué les tournois de quartier et depuis les tournois de quartier, on nous a appris à poser les réserves. Alors, une équipe qui est en première division doit savoir qu'on pose des réserves et les réserves se posent après le match. Oui. Mais si le match n'est pas fini et que vous abandonnez
l'heure du jeu, vous rentrez au vestiaire, c'est un match perdu. Alors, la fédération doit prendre des dispositions pour ce genre de choses. Sinon, s'il n'y a pas de décision prise à la compte de ces équipes qui sont de l'heure de jeu, je crois que ça va continuer. Okay. Alors, il faut vraiment éviter ce genre de choses. Parce que ce n'est pas moi pour un pays qui est champion d'Afrique pour la troisième fois et qu'on voit ce genre de situation. Vous voyez, je fais une confidence, madame. Vous le permettez? Oui, allez-y. La 3 est l'une des chaînes qui est la plus regardée en Afrique de l'Ouest. La plus regardée en Afrique de l'Ouest. Parce qu'il y a des amis qui m'appellent du Togo, du Burkina, d'un peu partout. Alors, vraiment, prudence. Et prudence. Bonne émission. Merci beaucoup. Et merci aussi pour ce scoop. Voilà. Donc, que doit faire la fédération ivoirienne face à la recrudescence des matchs interrompus? Je me dirige sur la page Facebook de la 3. Nous avons énormément de messages aussi sur la page Facebook de la 3. Nous avons Mohamed Kofi qui nous dit « Bonjour la grande team. Je pense que pour régler ce problème, il faut d'abord professionnaliser le système arbitral. Ensuite, organiser les états généraux de l'arbitrage. À la fin de chaque saison. En dehors de ceci, prévoir de lourdes sanctions telles que la suspension et une amende financière s'adonneront à cette pratique qui trouve comme une issue légale de recours plutôt que les voies légales prévues par les tests. On a aussi Tangan Hervé Ouattara qui nous dit « Bonsoir la grande team, la solution est très simple. Il faut appliquer simplement la loi qui dit que l'équipe qui sort du terrain perd automatiquement le match. Il faut appliquer cette loi sans état d'âme. » Voilà. Donc, je lirai après quelques autres messages et vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. D'Angeles, on vous écoute. Allez, moi je pense que les autres ont bien planté le décor. Il faut appliquer tout simplement les règles et que disent les textes de la Fédération ivoirienne de football. En article 42, on dit répétition d'un match. Un match peut être rejoué s'il n'a pas pu être disputé du tout ou n'a pu l'être que partiellement pour des raisons liées à la force majeure ou pour des faits dont aucun des clubs n'est responsable. Donc dans ce cas ici, quand le RCA décide de quitter automatiquement, c'est pas de la responsabilité de la fédération, c'est eux qui décident automatiquement de quitter. Et quand vous remontez au niveau de l'article 41, alinéa 3, c'est ce que Roger Stéphane a dit, quand vous quittez, vous devez perdre 3-0. Il n'y a rien à dire. Donc je pense que aujourd'hui on a eu le cas d'Agocha l'a dit, l'affaire Iska Siroko. Après, tout le monde s'est dit, pourquoi pas ne pas emprunter ce chemin, mais c'est pas un bon chemin. Je vais dire tout simplement. Vous jouez votre match, après vous posez des réserves. Mais quand on décide, on peut pas se faire justice soi-même parce que il y a des règles. Et la question que je me pose, est-ce que ces dirigeants de clubs-là connaissent réellement même les textes de la Fédération ivoirienne de football? Parce que si on connaît les règles, on sait que si on fait ce genre de geste, on est sanctionné derrière, on ne se permet pas de le faire. On joue le match et on l'a dit aussi, on ne peut pas être footballeur ou dirigeant et être arbitre en même temps. Non, l'arbitre est là pour réglementer le jeu tout simplement. Donc on constate que quelque chose ne va pas tout simplement. Je suis désolé, qu'est-ce qu'on fait? On joue, après on pose des réserves. Et Dago l'a dit, je voulais parler de ça. On a eu le cas ici, Chelsea-Barcelone. Je suis désolé. Sur Drogba, on a vu la faute, ça n'a pas été signalé. La frappe de Ballack sur la main de Samuel Eto'o, mais quand on a vu la formation de Chelsea quitter, mais après ça, l'arbitre a été sanctionné. Il a été interdit d'arbitrer. Après, lui, il est revenu dessus pour dire oui, il s'excuse que voilà. Donc, c'est des choses. C'est pas parce qu'un club l'a fait que c'est bien aussi de le faire aujourd'hui. Bon, je pense que pour ces clubs-là, il n'y a rien à dire. Il faut les sanctionner. Et au-delà même de la sanction, je pense qu'il y a des points qu'il faut retirer. Et si ça se répète, je pense que c'est possible de pouvoir les retirer tout simplement de la compétition. D'accord, c'est bien noté. On a Monsieur Diomandé de Sipilou. Bonsoir, Monsieur Diomandé. Marie-Christine Begré, ma belle. Bonsoir à toi. Bonsoir, Monsieur Diomandé. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, ma belle. Je salue le plateau, la Grande Team. Dago. Oui. Bonsoir à toi. Le micro. Bonsoir, Diomandé. Voilà, bon, Marie-Christine. Oui, Monsieur Diomandé, on vous écoute. Avec la 3 fois champion, cette partie honteuse va finir en Côte d'Ivoire. Parce que même dans les anneaux, dans les campements,
on ne voit même pas ce comportement-là. J'ai poursuivi pour suivre le développement d'Agochal, plus une amende. Les dirigeants de l'équipe-là, pour aller dans la salle, et ils veulent prendre, mais ils ne peuvent pas enlever. Si on les amende pour payer une amende financière là, et voir que c'est ce système-là. Sinon, franchement, dit, le pays des 3 étoiles, la Côte d'Ivoire, ne maîtrise pas ça. Même quand on attend, franchement, c'est honteux. Et la fédération n'est qu'à prendre les trucs en main. L'équipe qui fait ça a ses règles et fait le match et vraiment est amendée financièrement. Sinon, aucune personne ne fait justice. Si tu fais justice, tu as une peine d'amende à payer. Donc, Validine. Oui, monsieur Demandé. Avec la 3, toujours meilleur en Afrique, on ensemble. Bonne nuit et bonne émission. Merci beaucoup, monsieur Demandé. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Hein. Donc, football local, que doit faire la Fédération ivoirienne de football face à la recrudescence des matchs interrompus. Encore sur la page Facebook de la 3, nous avons monsieur Ambeu qui nous dit il n'y a pas de solution, il faut que les arbitres soient professionnels. Cela nécessite une véritable prise en charge et une indépendance financière pour ne pas qu'ils soient tentés par l'argent. Certains arbitres dans nos championnats sont partisans. Si l'arbitre, celui qu'on appelle juge, a un parti pris, cela crée de véritables frustrations pour les clubs victimes. Le problème, c'est les arbitres. Si la fédération ivoirienne assainit le milieu, on règle le problème. Bonne émission à vous. D'accord, ok, bon pour lui, c'est les arbitres. Oui, on va poursuivre. Donc, coach Koneya, je vous écoute. Oui, ben, moi je pense que Marie-Christine, les solutions pour moi sont à plusieurs niveaux. D'abord, je veux dire que la boîte de Pandore a été ouverte par le président Adiko Adama, qui est le président de la commission de recours. Ben, je suis étonné qu'un monsieur qui a passé plusieurs années dans cette fédération, qui était d'abord président de la commission de discipline, qui aujourd'hui, je ne sais pas par quelle stratégie, par quelle magie, puisse prendre une telle décision de rejouer le match Siroko Isca. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Quand on sait l'origine de l'arrêt de ce match Siroko Isca, on ne peut pas aucunement faire rejouer ce match. C'est inadmissible. Oui. Il y a des tests qui existent, mais il faut simplement les appliquer. Moi, je pense qu'il faut qu'au niveau de ces différentes commissions-là, que les gens arrêtent un peu, qu'on soit sérieux. La Côte d'Ivoire est un pays sérieux. Il faut respecter la Côte d'Ivoire. Il faut respecter le championnat ivoirien de Côte d'Ivoire. Qu'on arrête de s'amuser avec les Ivoiriens. C'est un peu de trop. Je me rappelle encore, lors c'est des présidents élus, hein, lors de leur élection, je me rappelle bien, le président Idriss Diallo a eu à leur endroit, il leur a dit, nous avons pour objectif d'améliorer notre gouvernance et notre mode de travail. Mais ben, après l'élection, je dirais un an après, mais voici ce que M. Adiko Adama sait au football ivoirien. C'est lui qui est responsable aujourd'hui de tous ces matchs à répétition, ces matchs qu'on arrête en avant. C'est incompréhensible. À ces niveaux d'autorité de décision, qu'on puisse être léger, excusez-moi du thème, qu'on puisse être léger sur certaines décisions. Moi, je pense que si Adiko Adama et sa commission avaient sanctionné avec la dernière rigueur et Isca, je pense que aujourd'hui, on ne serait pas arrivé aujourd'hui jusqu'au cas du RCA Boaké FC. Donc moi, je pense qu'il y a une fuite de responsabilité. Il faut même qu'une enquête soit ouverte au niveau de la fédération pour situer les responsabilités. Et pour finir, Marie, moi je pense que la solution, comme je l'ai dit, elle est à divers niveaux. Il faut, parce que souvent, on a des arbitres qui ne sont pas à la hauteur aussi. Ça, il faut un instant, vous allez terminer. On a un appelant, M. Kofi Lazare, qui nous appelle de Korogo. Bonsoir, M. Kofi Lazare. M. Kofi Lazare. Bon, je pense que nous l'avons perdu. Vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99. Voilà. Oui, pour terminer. Oui. Voilà, pour terminer, moi je pense que la solution, il faut aller étape par étape. D'abord, il faut voir au niveau de la formation de nos arbitres. Ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, Marie-Christine, quand on regarde aujourd'hui les 17 lois de jeu de football, pour les appliquer, il faut avoir un niveau intellectuel très élevé.
Il faut qu'aujourd'hui, ceux qui sont appelés à arbitrer, il faut qu'ils aient au minimum un nouveau bac. D'accord. Sinon, bac plus. Parce que moi, j'ai jeté un œil aujourd'hui sur les lois de jeu, mais c'est incroyable. Ces différentes modifications aujourd'hui qui sont apportées, aujourd'hui, on parle des signaux des arbitres. C'est-à-dire que l'arbitre peut faire un signe de la main comme ça, et qui peut peut-être dire que je laisse l'avantage du jeu, mais en faisant ce signe, le joueur peut s'arrêter en pensant que l'arbitre veut siffler une faute là. Donc, d'accord, vous avez terminé, coach Koné Yaya. Si vous permettez, messieurs, pour pouvoir avancer, on a le manager général du RCA, justement, Yannick Konan, qui s'est exprimé à notre micro. On l'écoute. Concernant les matchs interrompus dans le football, au niveau du championnat national, c'est vraiment déplorable. Pour ma part, c'est anti-sportif. Et donc, voilà, c'est une attitude à proscrire du championnat. Et donc, pour cela, je pense que les acteurs doivent prendre de part et d'autre leurs responsabilités de sorte à éviter ce genre de désagrément-là au cours du championnat. Donc, nous n'avons pas volontairement décidé de quitter le terrain. L'arbitre siffle un penalty inexistant à la 82e minute pour Bouaké. Naturellement, nos joueurs vont contester auprès du commissaire au match, ce qui est tout à fait normal. Et au bout d'un moment, nous nous rendons compte que le climat sécuritaire sur le terrain a commencé à vraiment se dégrader. Les supporters avaient commencé à manifester leur mécontentement. Les policiers n'arrivaient plus à contenir le public. Au bout d'un moment, l'environnement était vraiment instable côté sécurité. Donc on a dû mettre nos joueurs à l'abri de tout ce qui était projectiles et autres. Et les contestations ont duré un moment de sorte que le match n'a pas repris, une situation que nous déplorons. Mais quand même, il fallait dire, il est important pour nous d'insister sur la sécurité de nos joueurs. Parce qu'en ce moment où les faits se passaient, on ne savait pas qui était qui et qui lançait quel projectile. Donc on a dû protéger nos joueurs. Et c'est ce qui a certainement expliqué voilà, notre départ du terrain. Pour ceux qui connaissent le Racing, nous sommes en Ligue professionnelle depuis 2016. Et c'est un club qui n'a jamais été cité dans un quelconque scandale. Bien vrai qu'on a subi pas mal d'injustices arbitrales, jamais on a posé de réclamations, de réserves. Le RCA n'a jamais parlé. Mais au bout d'un moment, vous vous rendez compte que sur les derniers matchs du championnat, on est quand même victime des arbitres. Je ne vais pas citer une équipe, mais dernièrement, le match contre la SEC, qui était un match télévisé, on a vu ce qui s'est passé tous. On a tous vu ce qui s'est passé. À la 3e minute, notre attaquant qui file au but, qui se fait faucher par le dernier défenseur de la SEC, sous les yeux de l'arbitre, mais sans que l'arbitre ne bronche. Au bout d'un moment, 6 à 15 minutes plus tard, sur un arrêt de jeu, on a un joueur qui se fait gifler par un autre joueur de la SEC. Le règlement, il est clair, c'est un carton rouge. L'arbitre ne donne pas de carton rouge, il donne simplement un carton jaune à ce joueur. Voyez-vous, et le match contre la SEC, déjà après 15 minutes de jeu, la SEC méritait largement 2 cartons rouges. Et si l'arbitre avait été honnête en donnant ces 2 cartons rouges, l'issue du match aurait changé. On aurait laissé la SEC derrière nous et le match contre Bouaké aurait eu un autre enjeu. Donc si vous voyez aujourd'hui que nous sommes en train de parler de ça, c'est parce qu'au bout d'un moment, on a trouvé que trop, c'est trop. Le RCA a eu pour habitude de subir. Et bien, comprenez que ça ne va pas continuer comme ça. C'est vrai, nous sommes un jeune club avec un jeune effectif, mais ça nous donne quand même le droit d'exister. Et aussi, on a le droit de s'exprimer quand on voit quelque chose qui n'est pas juste. Pour répondre véritablement à la question, oui, au bout de ces derniers matchs, on a vraiment été lésé par l'arbitrage et les faits sont réels, les faits sont visibles. Voilà, donc le RCA qui demande à la Fédération ivoirienne de football de faire rejouer son match contre Bouaké FC. On a donc eu le manager général du RCA, Yannick Konan. Bon, est-ce que vous partagez son point de vue? Non, mais ce n'est pas au secrétaire général du RCA de dire à la Fédération de faire rejouer le match. C'est grave, ça ne marche pas comme ça. Je l'ai écouté, il pose un problème sécuritaire. S'il y a un problème de sécurité sur le terrain, c'est l'arbitre qui a le droit de dire on n'est pas tous en sécurité, on arrête le match. Sur cette raison, le match peut être rejoué. Parce que l'interpellation du commissaire. Voilà. Parce que les incidents peuvent être une cause d'arrêt du match. Les intempéries peuvent être une cause d'arrêt du match. La faute technique peut être une cause d'arrêt du match. Et les deux équipes peuvent être responsables de l'arrêt du match. Donc, il ne peut pas dire ça. Maintenant, si c'est un problème d'arbitrage, il faut une réserve. Et puis, ils saisissent dans un dossier les différentes commissions qui prennent des décisions.
Mais quand on décide de quitter le terrain, ce n'est plus la faute d'arbitrage. C'est la responsabilité du club. Et sur les tests en application de l'article 42, le club là perd le match parce que c'est lui qui a arrêté le match. Alors sur l'affaire Isca, j'entends beaucoup de choses. Isca a sa version. Isca dit, moi je n'ai pas quitté le terrain, je partais poser ma réserve quand l'arbitre a mis fin au match. Version de Isca. Siroko a sa version. Isca a quitté le match, ça fait 2 versions. Si vous allez sur les versions, on ne va pas s'en sortir. Mais que disent les rapports officiels? C'est les rapports officiels qu'il faut aller chercher. Ce que moi j'ai lu, commission discipline et éthique, elle dit que c'est une faute technique d'arbitrage qui a mis fin au match. Donc ce n'est pas les 2 clubs. La commission de récolte dit la même chose. C'est une faute technique d'arbitrage qui a mis fin au match. Ce n'est pas les 2 clubs. Dans ce cas précis, en application de l'article 42, quand l'arrêt du match n'est pas imputable aux 2 clubs, le match est à rejouer. C'est tout simple. Il faut arrêter. D'accord. Bon, messieurs. C'est tout simple. Messieurs, un instant, s'il vous plaît. Bon, il y a d'autres acteurs aussi du football local qui ont réagi. Nos reporters ont rencontré donc Tetiali Jean Roland, vice-président de Siroko FC. On va écouter aussi également Hamza Gamal, président de FC Oza, qui était sur notre plateau en début de semaine. On regarde. Exactement, aujourd'hui, on peut parler de phénomène parce que depuis la dernière décision de la commission de recours suite à l'affaire Siroko Isca, voilà, c'est de là que tout est parti. Voilà, parce que la décision rendue par la commission de recours, nous, en tant que Siroko, on n'a pas été satisfait. Voilà, donc je peux dire que c'est de là que tout est parti. Mais aujourd'hui, c'est déplorable. C'est déplorable qu'on assiste à ce genre de spectacle. Voilà, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour l'image même de notre football, ce n'est pas bon. Vous êtes tous sans savoir que l'arbitrage est décrit un peu de gauche à droite. Voilà. Ce n'est pas spécialement mon cas. Voilà, mais beaucoup s'en plaignent aujourd'hui. Voilà, bon. Moi, je peux dire que c'est quelque chose que tout le monde en parle. Donc il faudra forcément trouver des solutions. Je crois que la Fédération de football dirigée par le président Assine Idriss Diallo a des solutions pour régler ce problème. Il n'y a pas de proposition miracle, moi je peux dire. Le football est régi par des tests. La société même en général est régie par des tests. Ce n'est pas le football qui va s'en départir. Donc le football a des tests. Pour moi, il faut que les tests soient respectés. Pour moi, il faut que les tests soient respectés dans toute sa rigueur. Voilà, dans toute sa rigueur. Une équipe qui quitte le terrain, c'est son droit. C'est son droit de quitter le terrain, c'est son droit. Mais que disent nos tests? Voilà la question. Donc il faut les appliquer. Il faut appliquer les tests dans toute sa rigueur, comme je le dis tantôt. Il faut l'appliquer pour que ça serve de leçon aux autres. Mais si on veut jouer avec nos tests, je pense que c'est ce qui va créer tout ce qu'on est en train de voir ces derniers jours. Donc pour moi, il n'y a pas de solution miracle. 1 + 1 = 2. Il faut appliquer nos tests dans toute sa rigueur. Bon, c'est des choses à ne pas encourager. Voilà, on n'est pas encouragé. Voilà. Après, en 23 ans de formation de mon équipe, on n'a jamais manqué un match, jamais de la vie. On n'a jamais été en retard même dans un match. On n'a jamais signé forfait. C'était une première. Les raisons qui m'ont poussé, je les connais, mais comme j'ai dit pour l'instant, ce n'est pas l'heure du jour. Nous sommes montés, on veut profiter. D'accord. Ok, donc c'était Tetiali Jean Roland, un vice-président de Siroko FC, et puis aussi Hamza Gamal, président de FC Oza. On a un appelant, M. Fofana, qui nous appelle d'une Dauterie. Bonsoir, M. Fofana. Non, c'est Soumoro Zemo. D'accord, M. Soumoro, bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. On vous écoute. Par rapport à la question là. Bien sûr. Que doit faire la FIF face à la recrudescence des matchs interrompus? On vous écoute. Voilà, le match interrompu. Le problème c'est quoi? Moi, la fédération ivoirienne là est très faible. C'est parce que la fédération ivoirienne a donné l'encourage, le premier match là, SCA là, c'est eux qui leur donnent le courage, les autres. Voilà pourquoi si tout le monde fait comme ça là, normalement la fédération ivoirienne là, les gars là, ils doivent perdre le match. Parce que ça n'existe pas en Côte d'Ivoire, jamais. Moi, je suis supporter d'Aztec. Je suis dirigeant d'Aztec. Ça n'existe même pas. Voilà. Ça n'existe même pas même. Le match là, il doit perdre sur le tapis vert. C'est tout. D'accord. Même les 2 matchs là,
les deux mecs, ils doivent perdre. Ceux qui quittent sur le terrain, là, ils doivent perdre. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais dire. C'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Soumaoro. Donc, voilà, c'est l'avis de Monsieur Soumaoro. Bon, finalement, déjà un mot sur l'intervention de Gamal et de Tétiali Jean Roland. Salut que Hamza Gamal, moi j'ai parlé avec lui hors antenne, le président de OSA, qu'on devait féliciter encore, qui lui est sorti du terrain dans un match face à une équipe, voilà, Benjerville. Il m'a dit hors antenne qu'il est sorti du terrain pour protester contre l'arbitrage. Mais il accepte de perdre le match. Voilà. Parce que dans le règlement, l'équipe qui décide de sortir du terrain perd le match. Il a perdu le match. Ouais. C'était une façon de décision prise pour lui tout tranquillement. Il a perdu le match. Maintenant, là, on a écouté le dirigeant de Sirocco. Je parlais avec un autre, je crois que c'était le secrétaire général hors antenne, qui m'a donné sa version. Je l'ai écouté, il a donné sa version. Il semblait incriminer Isca et à un degré moins le commissaire au match. J'ai parlé également avec les dirigeants de ISCA qui m'ont donné leur version. Ils semblaient incriminer l'arbitre et peut-être le commissaire au match. Mais après, moi je regarde, je dis, moi je suis sur les choses officielles. Les choses officielles, la commission centrale des arbitres. La commission centrale des arbitres sur ce match, elle a sanctionné les arbitres parce qu'ils ont sifflé la fin du match avant son arrêt. C'était une faute technique d'arbitrage. Donc, commission centrale des arbitres, commission d'éthique et discipline, commission de recours, 3 commissions de commissions qui sanctionnent l'arbitrage. Mais on va aller chercher le responsable où? Moi, c'est tout mon problème. Parce que les versions sont différentes les unes des autres. Autrement, restons collés à ce qui est officiel. D'accord, oui, d'accord, Charles. Placez un mot. Oui, placez un mot. Mais je suis ébahi quand j'entends Roger Stéphane. C'est ébahi. Je suis vraiment ébahi. On a vu des matchs ici où le match n'est même pas arrivé à la 90e minute. Hein, et l'arbitre a mis fin au match à 89e minute. On n'a pas rejoué ce match-là. On n'a pas rejoué ce match. Donc, ce qu'il raconte là, je ne sais pas de quoi il parle. Le match Isca-Sirocco, on le dit tous. Les vidéos sont là, les informations sont claires. Isca est sorti du terrain à protester. Sorti du terrain. Vous avez ça dans quel rapport? C'est pas une histoire, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Terminé. Isca est sorti du terrain pour aller protester contre l'arbitrage. À partir de l'instant où tu sors du rectangle vert, tu es hors du terrain, tu perds le match. C'est clair. Mais c'est parce que justement nous le disons, que le président de la commission de discipline, en commission de discipline, là, il avait perdu. En commission de discipline, là, Isca avait perdu devant Sirocco. Et c'est le recours qui les a mis en jeu. Et c'est pour ça que nous en voulons au président de la commission de recours. Parce que c'est lui qui ouvre la boîte de Pandore. Il crée une situation de jurisprudence dans laquelle tout le monde veut pénétrer et trouver des raisons. C'est pour ça que moi je dis, pour moi, ce n'est même pas la question d'arbitrage. Tout le monde parle de l'arbitrage, mais ce n'est pas la question d'arbitrage. C'est une question d'éducation des dirigeants. Parce que dans tous les championnats du monde, même si vous les professionnalisez, il y a toujours eu des erreurs d'arbitrage. Même avec la VAR, on vit des erreurs d'arbitrage. Donc c'est la question du football ivoirien aujourd'hui que nous posons. À mon sens, ce n'est pas une question d'arbitrage. C'est une question d'éducation de nos dirigeants, des équipes qui connaissent rien au règlement du football. C'est pour ça qu'ils se conduisent comme ça. Et donc ils gagneraient très vite à se mettre à l'école et à comprendre, à commencer à connaître les tests, les règles. Il faut se former. C'est très important. Parce que même il y a des footballeurs qu'on voit qui ne savent même pas que lorsque le cas rentre au stade Robert Champroux, le match a commencé. On appelle ça dans le règlement l'avant-match. Que dans les vestiaires, tu peux recevoir un carton rouge. Il y a des gens qui contestent ça. Et donc, ils gagneraient à savoir ces choses. Donc, il ne peut pas venir nous dire que c'est parce que l'arbitre a sifflé un pénalty. Mais c'est ce que disent les rapports. Qui es-tu pour dire qu'une action est un pénalty? On va avancer, messieurs. Oui, rapidement. Voilà, juste un petit point. Roger Stéphane, s'il vous plaît. Pour rejoindre un peu Gâteau. C'est ça, non? Dago, pardon. Dago, vous voyez, et c'est pas bien. Vous voyez que cette situation de Sirocco Isca, parce que ils ont pu contourner, moi il faut dire les choses, ils ont pu contourner. Qui a contourné? J'arrive. J'ai parlé de commission. Ils ont permis à Isca de contourner. Oui. Sinon, il m'interrompt. Allez-y. Je veux parler de la commission de recours. Parce qu'ils ont trouvé une stratégie pour contourner le droit. Et aujourd'hui, RCA se permet de nous dire qu'elle a quitté le match parce que
ces joueurs étaient pas en sécurité. Il faut arrêter. C'est ce qu'elle fait, vous déclarez. Il faut arrêter. Roger Stéphane, arrêtez s'il vous plaît de l'interrompre. Roger Stéphane, arrêtez. Les lois sont claires. Un carton jaune pour Roger Stéphane. Les lois sont claires. Les lois sont claires. On l'a vu même en Turquie. On a vu Fenerbahçe quitter le terrain en plein match de la coupe, de la Super Coupe de la Turquie. Après le coup d'envoi, après 3 minutes de jeu, Fenerbahçe s'est retiré et Fenerbahçe a perdu le match 3-0 et elle a écopé d'une sanction financière de plus de 100 000 euros. Donc il faut sévir. Comme je voulais, la dernière chose, il faut qu'on sévise, il faut qu'on fasse des sanctions financières pour que le club là comprenne qu'on n'est pas comme ça un match de football. Très bien. Et parlant de sanctions, justement, on a une règle sur ce plateau. Chacun parle à son tour, s'il vous plaît. Vous ne parlez pas en même temps, sinon c'est difficile de vous entendre. Donc pour sévir, carton jaune pour Roger Stéphane. Voilà. Le public sportif ivoirien s'est aussi exprimé sur la question NGT. On l'écoute. Ils doivent revoir leur organisation. Et puis, au niveau de l'arbitrage aussi, voilà, si les arbitres sont vraiment bien formés, voilà, et tout, je pense qu'il n'y aurait pas ce genre de problème-là. Et s'ils sont aussi bien payés, voilà, je pense qu'il n'y aurait pas ce problème-là, ce genre de problème. Souvent, quand tu vas regarder les matchs, il y a des joueurs, et puis au niveau de l'arbitrage aussi, tu as l'impression que non. C'est-à-dire, la FIFA même doit se baser aussi sur le niveau de l'arbitrage. Voilà, qui est mal arbitré dans ces temps-ci. Vraiment, on ne comprend pas. Ces gens d'arbitrage aussi, ça rend un peu, ça affaiblit le championnat ivoirien, mais là c'est clair. Tant que supporter, on n'a pas le courage de tout aller assister ces gens. Tu vois, quand l'arbitrage est mal arbitré, tu vas une fois c'est mal arbitré, deux fois c'est mal arbitré, troisième fois tu vois, ça met les supporters en colère. Automatiquement, ils peuvent même descendre sur le terrain, faire des trucs qu'on ne doit pas voir. Nous, on souhaiterait que la FIFA prennent des dispositions concernant l'arbitrage. D'abord, si possible, s'il faut sanctionner les arbitres mis en cause, ou soit les former, il faut mettre l'accent sur la formation des arbitres pour que le championnat puisse être un peu relevé au niveau africain. Puisqu'on a constaté que c'est la SEC seulement qui joue les championnats au niveau de l'Afrique. Les autres équipes sont vraiment relayées au second plan. Aussi, il faut dire qu'il y a certains dirigeants qui sont remis en cause. Ces dirigeants-là, il faut essayer de les sanctionner aussi. Parce qu'on sent qu'il y a une affinité entre ces dirigeants et la FIFA. Donc, du coup, ça pose un problème concernant les différents matchs qui sont interrompus incessamment. La FIFA doit mettre l'accent sur le côté arbitrage. Il faut plus de formation pour les arbitres. Et puis aussi, il faudrait mettre l'accent sur les présidents des clubs qui sont vraiment indisciplinés, voilà, qui essayent de ternir l'image du football. C'est déjà de mettre en place un procédé afin de pouvoir arranger d'abord déjà la situation sociale et financière des arbitres. Parce qu'on sait tous que la prime des arbitres par match est vraiment limitée. Aujourd'hui, si un club vient et propose, par exemple, je prends l'exemple, si disons l'arbitre touche par exemple une prime de 60 000 par match, et qu'un club vient par exemple, il propose 3 millions, on sait tous que l'arbitre, il va avoir les yeux qui vont comme ça briller. Donc c'est de voir déjà ce volet-là, le volet financier, et aussi au niveau de l'organisation de tout ce qui est institution au niveau des arbitres. Ok, en tout cas, messieurs, vous êtes en direct et on vous voit avec l'affaire d'arbitrage. Tout cet échauffement. Non. La question de football, ça nous tient à cœur. Voilà, je sais très bien. Voilà, la grande team, c'est 90 minutes et malheureusement, on est au terme justement des 90 minutes. Donc, que doit faire la Fédération ivoirienne face à la recrudescence des matchs interrompus? Donc, je vais vous donner le score. En régie, s'il vous plaît. Merci la régie. Voilà. Donc, je vous donne le score justement par rapport à Ligue Europa. Atalanta est sorti vainqueur de la finale de l'Europa League qu'il a opposé au Bayer Leverkusen ce soir au stade Aviva de Dublin. Score final 3-0, un triplé de Lookman. Voilà, bon, c'est la fin de la grande team. On se retrouve demain en direct, bien sûr, sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.